Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette mi-novembre, les grands titres. Le jour du souvenir se célèbre et honore les sacrifices faits il y a près d'un siècle. Les entrepreneurs suivent des formations pour améliorer la productivité et la compétitivité de leurs entreprises. Un premier colloque pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine réussit à Bonaventure. Nez Rouge reprend du service et sillonne de Caplan à Grande-Rivière. Malgré une fabuleuse remontée, les Noirs cèdent le match au vert au Centre culturel de Passepébiac. 12 et 13 novembre, grève dans le milieu hospitalier et chez nos enseignants. Grève dans le milieu des services publics. Jeudi, vendredi passé, on voyait des piquetages tout au long de la 132. À Gaspé se dessinait une chaîne humaine. De notre côté, nous sommes allés voir les grévistes à Bonaventure. Jeudi 12 novembre, la grève est bien commencée. Les professeurs sont en colère, ça manifeste, ils sont plus de 300. Et on espère que ça va bien se passer aussi pour le 13, vendredi 13. Les professeurs sont en colère. Il y a une vingtaine de professeurs qui ont été coupés de salaire parce qu'ils sont partis manifester à Montréal. On se rappelle qu'on avait été manifesté en début de saison à Montréal et tout avait été préparé, les suppléances, les administrations étaient au courant et à la dernière minute, on a décidé de suspendre les professeurs. On parle d'une vingtaine et de 13 à Chandler. C'est énorme. Mais aujourd'hui, ils sont tous là, ils se tiennent. On espère que ça va avoir des répercussions. Les gens répondent à l'invitation des syndicats de manifester, puis on a des gens rassemblés partout en Gaspésie, parce que la coordination régionale, on regroupe les syndicats de l'enseignement, des commissions scolaires, des cégeps, mais aussi en santé. On a les infirmières inhalothérapeutes de l'Est du Québec qui sont avec nous. Fait que, un peu partout, tout autour de la Gaspésie, il y a des gens qui manifestent devant les centres de santé, devant les établissements scolaires. Mais il était temps de vous voir dehors, hein, parce qu'on voyait que ça bougeait à Montréal, on voyait que ça bougeait à droite, à gauche. Le printemps, on pensait que ça allait bouger. Puis finalement, c'est au mois de novembre que ça se passe. Est-ce que tu as senti la pression monter cet automne ou vous y avez été tranquillement? Comment ça s'est déroulé? Oui, c'est progressif. On a commencé plus lentement là, à partir du 1er mai parce qu'on sentait que les négociations allaient tourner en rond. On savait déjà d'avance avec un gouvernement qui nous est hostile au service public, un gouvernement qui a plus le goût de privatiser que d'investir en éducation, qui considère l'éducation comme une dépense et non un investissement pour notre avenir. On le voyait, on voyait la situation s'envenimer aussi. Fait qu'on a commencé à mobiliser les troupes. On est allé à Montréal, d'abord on est allé à Québec, on est allé à Montréal en front commun. Et on a eu une première journée de grève il y a 2 semaines, ça a bougé pas mal. C'était tout le tour de la Gaspésie, mais c'est partout dans toutes les régions du Québec en même temps. Et là, c'est une intensification. Là, on fait 2 jours, puis peut-être encore une autre intensification à venir dans les prochains jours. Oui, parce qu'il y avait au mois de décembre aussi, il y a quelques dates là, qui étaient peut-être réservées pour ça, je pense. Oui, on va voir qu'est-ce que la négociation va vers quoi nos négociateurs vont nous amener, parce que c'est sûr qu'on y va selon la conjoncture de la négociation. On a du monde qui sont mobilisés, on a du monde qui sont décidés, du monde qui sont pas juste déçus des offres, qui sont en colère aussi contre les offres, contre l'attitude de la commission scolaire. Donc, on voit ici qu'à matin, il y a de la mobilisation, là. J'ai l'impression que vous sortez pour la première fois, mais vous êtes impliqué quand même, puis vous travaillez par en dessous. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ça a commencé avec des opérations de visibilité l'an dernier, le port de chandail, l'utilisation de matériel, des collants lors des communications avec les parents. Vraiment, c'était des étapes au niveau de la visibilité. On a fait des tailgates ici lors des réunions des commissaires, faire passer notre message. À partir de cet automne, mais on a passé à des moyens qui ont été un petit peu plus perturbants au niveau de la confection des communications aux parents, des bulletins. On s'est astreint notre semaine de 32 heures. Je vous dis qu'il y a du monde qui n'ont pas trouvé ça facile. Il y a du monde qui veulent le donner au service aux élèves, mais qui ne sont pas dans des situations pour pouvoir le rendre correctement. Donc, ce matin, ça paraît encore aujourd'hui dans le cours ici. Et en tant que représentant syndical, est-ce qu'il a fallu que tu ailles voir des profs pour leur dire « Arrête, tiens-toi à tes 32 heures ». Y a-t-il vraiment des gens là, qui auraient forcé? Il n'y a pas personne du syndicat qui est policier ici. On a mobilisé notre monde avec des idées. Il n'y a pas de spins qui sont partis nécessairement. On a du monde qui vit la frustration au quotidien. C'est pas difficile à ce moment-là de mobiliser notre monde. J'entends de drôles d'histoires.
On sait que Montréal a manifesté bien avant ici et certains professeurs avaient eu l'autorisation pour partir manifester à Montréal et le matin même avant de partir, c'est des gens qui ont été suspendus. Ce que j'apprends, c'est que la commission scolaire ici est une des plus réfractaires dans la région, pour ne pas dire dans la province, à soutenir ses employés. Au niveau de la commission scolaire, ce qui nous déçoit le plus en réalité, c'est vraiment leur attitude intransigeante. On voit d'autres commissions scolaires qui ont été capables de s'entendre avec leurs syndicats sur différents moyens de pression, tandis qu'ici, c'est la ligne dure. En plus d'avoir la ligne dure du niveau du gouvernement, on n'est pas supporté. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé au niveau des avocats pour nous traîner devant le Conseil des relations de travail. C'est de l'argent qui va pas aux élèves, qui ne va pas en service. Donc, oui, effectivement, on est déçus et en colère ce matin. Il faut soutenir les 20 000 travailleurs de la fonction publique. Les combats sont sur tous les fronts. Il faut aussi se souvenir pour ne pas répéter les erreurs d'engagement du passé. Après 97 ans, les douleurs ressurgissent au jour du souvenir. À l'époque, on trouvait étrange de se battre pour une France qui nous avait laissé tomber ou pour une Angleterre dont les liens s'effritaient depuis longtemps. Le 11 novembre 1918, la paix était signée en France pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Les Alliés se souviennent, les Canadiens, les Gaspésiens aussi. À New Carlisle, la commémoration est un rendez-vous annuel et se célèbre tout en décorum et protocole. Jeunes et moins jeunes, acteurs municipaux, anciens combattants ont assisté ce jour du souvenir et dans la petite communauté, l'hymne canadien s'est élevé en chœur. Rappelons que le 189e de Gaspé a changé de nom pour le 22e régiment, seule unité francophone spécifique du Canada larguée en Europe. De retour dans la baie, le 3e colloque en entrepreneuriat et technologie de l'information s'est tenu à Chandler. Effectivement, nos 2 premières éditions qui se sont déroulées dans la baie des Chaleurs étaient axées beaucoup sur la formation des entrepreneurs en technologie de l'information et communication. Cette année, on a fait différent. On a jumelé le colloque sur l'entrepreneuriat, qui était à sa première édition l'an passé, avec la rencontre des professionnels en TI pour produire cette année un colloque entrepreneuriat Technocentre TIC. Le but du colloque est vraiment d'amener nos entrepreneurs à intégrer les technologies de l'information à l'intérieur de leur pratique d'affaires. En fait, les ateliers dans la programmation, il y a environ 60% du contenu qui vise spécifiquement les technologies de l'information et des communications, donc stratégie web, les réseaux sociaux, des thèmes comme ça. Mais il y a aussi un volet entrepreneurial, donc la relève d'affaires, la relation de mentorat. Donc, il y a des réseaux qui existent où des entrepreneurs d'expérience peuvent coacher, accompagner des jeunes entrepreneurs. Alors, c'est les 2 thèmes principaux du colloque. Je suis avec Pierre Chagnon, qui est mentor pour les entrepreneurs. Alors, dans un colloque entrepreneurial, je pense qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est un mentor. Un mentor, c'est un entrepreneur d'expérience qui accompagne bénévolement un entrepreneur qui est moins expérimenté. Et on est orienté sur l'individu et non sur l'entreprise. Si on compare, par exemple, avec un coach ou un conseiller qui sont orientés sur les besoins de l'entreprise, le mentor est orienté sur le besoin de l'individu. Il y a un réseau qui existe depuis 2000, mais qui s'est structuré beaucoup plus depuis 2009, qui s'appelle le réseau M. Une entreprise qui n'est pas mentorée a 2 fois moins de chances de succès qu'une entreprise qui est mentorée. Les statistiques sont vraiment révélatrices par rapport à ça. On a 100 points de service partout au Québec, dont ici en Gaspésie, on couvre les îles de la Madeleine. On est 1900 mentors au Québec organisés et on accompagne 3500 entrepreneurs annuellement. Mon atelier, que je donne 3 fois pendant ce colloque, est comment optimiser son réseau de contacts dans le but de bien faire des affaires.
c'est sûr qu'il y a des façons de réseauter qui sont différentes et des moyens, quand on parle des technologies de l'information et des communications, les TIC, il y a des moyens qui sont différents parce que quand on s'adresse, exemple, aux baby boomers, parler avec les gens autour de vous, une poignée de main était un contrat, un regard était une entente, puis quand on vous laisse on vous laisse rencontrer, c'était en face à face, soit devant une bière, sur le perron de l'église, mais c'était beaucoup des relations face à face et les moyens de communication étaient plus écrire des lettres ou des choses comme ça. Quand on s'adresse, peut-être à une génération, la génération X, qui sont plus entre la mi-trentaine, oui, on peut envoyer des courriels. Il y a des façons de faire différentes. Donc, le réseautage s'adresse à tout le monde. Il faut juste avoir cette ouverture-là de voir qu'on connecte avec des gens dans un but de mieux faire des affaires. Devenir entrepreneur 2.0, c'est un atelier que j'ai créé à partir de ma propre expérience. Donc, j'ai 17 ans d'expérience en gestion. J'ai été gestionnaire d'organisation culturelle et depuis 3 ans, je suis entrepreneur. Donc, je me pose beaucoup la question de la place du gestionnaire et de l'entrepreneur sur le Web 2.0. Ça inclut les médias sociaux, les réseaux sociaux, les outils collaboratifs, mais l'ensemble des plateformes. Donc, on ne prend pas conscience de toutes les plateformes, les communautés de pratiques qui existent sur le web, où on peut aller chercher de l'expertise, où on peut réseauter. Donc, souvent, on pense 2.0 Facebook, mais c'est beaucoup plus que seulement la plateforme de Facebook. Donc, j'amène les entrepreneurs à réfléchir au rôle qu'ils pourraient jouer, à quelle étape prendre pour pouvoir assumer ce rôle-là correctement et notamment de se poser des questions là, vraiment au niveau des outils de gestion. C'est quoi nos objectifs? Et en fonction de nos objectifs, de nos cibles, on va identifier les plateformes pertinentes pour l'entrepreneur. Quelle est votre stratégie web et pourquoi vous devriez en avoir une? Parce qu'on met l'emphase sur le pourquoi on devrait avoir une bonne stratégie. Parce qu'on peut être présent sur le web, mais ce n'est pas la présence qui assure le succès. Il faut être actif, mais on peut être actif, faire bien du bruit, mais que ça ne rapporte pas. Fait qu'être stratégique, c'est comme l'étape ultime, selon moi, où on va s'assurer que notre présence, notre activité donne des résultats. Donc, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a un ordre dans lequel on devrait faire les choses. Alors, c'est tout de mettre ça en place, puis pourquoi on devrait le mettre en place. C'est vraiment ce qui a été vu avec les participants ici. Alors, dans la conférence, dans ces formations-là, on voit les 5 fonctions principales d'une entreprise, que ce soit le marketing, les finances, les opérations, la veille technologique et les ressources humaines. Sur les 8 ateliers, 6 professionnels sont originaires de la région. Donc, ce sont des gens d'ici qui donnent de la formation à nos entrepreneurs. Puis, bien entendu, c'est ce qu'on veut amener, le réseautage entre nos professionnels et les entrepreneurs du territoire. On a des thématiques spécifiques et là, on inclut le monde municipal avec nous. Donc, on veut amener le monde municipal à venir intégrer également les technologies de l'information à l'intérieur de tout ce qui est gouvernance ouverte. On parle de plus en plus de Smart City, on parle de gouvernance ouverte. On sait qu'on a eu beaucoup de changements au niveau de la gouvernance régionale. Alors, c'est ce qu'on veut amener nos élus, nos gens, nos dirigeants municipaux à intégrer les technologies de l'information. De beaux rendez-vous, ces colloques de formation où des gens issus de milieux différents œuvrent pour se réseauter. Autre colloque, le premier de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, s'est tenu à Bonaventure, une initiative appréciée par plusieurs dans la baie. 175 personnes ont assisté au premier colloque sur la maladie d'Alzheimer. Vous êtes des proches aidants, des organismes communautaires et des bénévoles. Pas mal de représentants du secteur de la santé. Merci beaucoup de votre présence. Et bien sûr, des responsables des maisons d'hébergement et des personnes qui travaillent également dans les ressources intermédiaires. Le but du colloque était d'informer davantage les proches aidants et les partenaires du réseau de la santé sur la maladie d'Alzheimer. L'autre objectif consistait à harmoniser nos pratiques, que nous soyons proches aidants, professionnels du réseau de la santé, les organismes communautaires, que nous travaillons tous ensemble. C'est une courbe descendante, la maladie d'Alzheimer. Je dis aux gens, mais écoutez, ce qu'on fait, là, on recule la courbe, puis on la remonte un tout petit peu, mais ça continue à descendre un peu. D'accord? Lors du colloque, neurologues, conférenciers sont venus partager leur savoir et l'annonce d'établissement de cliniques de la mémoire s'est dévoilée. Elles ont pour mission de soutenir les personnes âgées aux prises avec des troubles cognitifs. Je peux vous annoncer officiellement que la clinique de mémoire est le premier projet du CIS de la Gaspésie qui va se régionaliser.
Quand je dis qu'il va se régionaliser, il va faire des bébés dans chaque région. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, nous, on a parti Chandler. Là, présentement, on travaille dans Baie-des-Chaleurs. Malheureusement, on a un petit contretemps. On devait commencer en début novembre. Ça va probablement aller fin novembre, début décembre. On travaille fort là-dessus. Il va y avoir une clinique de mémoire et elle va être implantée de façon similaire à ce qui est dans le Rocher-Percé, ce qui veut dire que tous les gens dans la Baie-des-Chaleurs vont avoir droit à la clinique de mémoire. De bonnes nouvelles sont amenées et pour poursuivre le développement, une levée de fonds se dessine bientôt. Déjà, dans quelques jours, nous travaillerons à la 10e édition de notre activité de financement, qui est la Marche pour l'Alzheimer. Si vous avez le goût de nous donner un coup de main, que ce soit comme donateur, marcheur élite et membre du comité organisateur, contactez-nous. On serait très content de vous avoir parmi nous. En 2015, c'est plus de 124 000 $ que nous avons récoltés dans la région dans le cadre de la marche, et ça pour le déploiement de nos services. D'autres mouvements vont bien dans la baie d'année en année. On vous incite à regarder ce reportage de Nez Rouge et de prendre en note les week-ends de service dans votre municipalité. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. C'est sous le thème, avec l'Opération Nez Rouge, ça finit toujours bien, que l'Opération Nez Rouge de Passepébiac entreprendra sa 24e campagne d'Opération Nez Rouge. L'Opération Nez Rouge de Passepébiac sera fonctionnelle les 27 et 28 novembre et les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 26 décembre prochains, soit de 21h à 4h du matin. Les municipalités desservies vers l'est sont celles de Passepébiac à Port-Daniel, où un transfert s'effectuera à l'église de Port-Daniel pour être prise en charge par l'Opération Nez Rouge de Chandler. Vers l'ouest, les municipalités desservies sont celles de Passepébiac et New Carlisle, où un transfert s'effectuera au ministère des Transports. À la limite de New Carlisle, pour être prise en charge par l'Opération Nez Rouge de Bonaventure. Étant sous la supervision de l'Opération Nez Rouge Passepébiac, l'Opération Nez Rouge de Bonaventure sera fonctionnelle les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 26 décembre, de 21h à 4h. Les municipalités desservies vers l'est sont celles de Bonaventure à New Carlisle, incluant Saint-Elzéar, où un transfert s'effectuera au ministère des Transports pour être prise en charge par l'Opération Nez Rouge secteur Passepébiac. Vers l'ouest, les municipalités desservies sont celles de Bonaventure à Caplan, incluant Saint-Alphonse, où aucun transfert ne sera effectué plus loin. Des transferts vers l'ouest seront possibles, donc le transfert se fera à l'église de Port-Daniel. Voici les dates où le service de raccompagnement sera disponible pour Opération Nez Rouge de Chandler. Le 27 novembre, le 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 29 et le 31 décembre. Il est à noter que la température et les conditions routières peuvent occasionner l'annulation d'une soirée. Nous demandons aux utilisateurs du réseau routier d'utiliser fortement Nez Rouge puisque nous allons accentuer les contrôles routiers pour cette période. Mieux vaut être amené par un bénévole que par un agent de la SQ. Plus de 1077 raccompagnements se sont faits à Passepébiac l'an passé pour à peu près 400 à Chandler. Fait-on-nous plus à Passepébiac ou sommes-nous-y plus responsables? Au Centre culturel de Passepébiac, un deuxième match d'improvisation a attiré presque le double de spectateurs. Nous avons assisté à une prestation bigarrée. Il faut dire que le staff en place n'était pas régulier. Les Verts et les Noirs se sont rencontrés sur la patinoire, un match avec des hauts et des bas. La première improvisation a mis en scène tous les acteurs des deux équipes et les joueurs, au lieu de se lancer tous en même temps dans l'arène, ont été en duo, ce qui donne plus de temps pour se préparer. Le ton était donné pour jouer safe, de gros personnages, mais dans une écriture plus ou moins bien ficelée. L'arbitre a proposé de plus longues improvisations mettant à rude épreuve la plume de certains. Tenir une histoire de 4 à 5 minutes demande plus de contenu. Les joueurs se sont réchauffés tranquillement.
De nouvelles catégories telles la chaise musicale ont été amenées, mais on a aussi revisité de plus classiques, telles une vidéoclip sur Elvis ou une créée par la Lime, à l'époque par M. Yves Richard, La Patère. Les costumes utilisés ont diversifié le jeu sans pour autant unifier l'écriture des joueurs en scène. Le pointage final de 6 à 12 pour les Verts a attaqué le moral des troupes noires. Les étoiles du match ont été données à Pierre-Philippe Allard, qui, lui, construit mieux sur de longues envolées. Les deuxièmes étoiles ont été distribuées à Willis Hardy de l'équipe des Verts et à Laurence Lépine, capitaine des Noirs. Le capitaine des Verts, Julien Leblanc, a ramassé la première étoile, usant d'audace et d'un jeu physique si bien approprié dans un espace libre à remplir par l'imaginaire. Le prochain match aura lieu vendredi prochain à 20h au Naufrageur à Carleton-sur-Mer. Faisons équipe contre le cancer est un site réalisé par et pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches en Gaspésie. Sous l'adresse www.cancergaspésie.ca, cette plateforme permet à la personne atteinte de cancer et à ses proches de s'approprier le processus de soins associé à la maladie. Des personnes qui ont vécu le cancer, des proches, des acteurs de la communauté, des professionnels du réseau de la santé se mettent en scène pour expliquer comment prévenir, se soigner et se soutenir dans la lutte contre le cancer. L'objectif principal de ce site est d'informer la population sur les services disponibles dans notre région. Il vise le développement des habiletés d'autosoin, c'est-à-dire qu'il aide les personnes atteintes de cancer à reprendre du contrôle sur leur vie. Pour les sportifs et les amateurs de sensations fortes de notre coin de pays, les inscriptions pour le raid international commencent maintenant. C'est l'ouverture de la période d'inscription pour la 3e édition du Raid international Gaspésie. Il aura lieu du 8 au 11 septembre 2016. En continuité avec les éditions précédentes, les épreuves proposées demeurent les mêmes, soit le 150 km et le 300 km. Les participants doivent former des équipes de 2 ou 4, composées d'hommes, de femmes ou encore mixtes. Si vous voulez vous inscrire au Raid international Gaspésie et profiter des tarifs préférentiels, ça se fait maintenant. Rendez-vous au www.raidinternationalgaspésie.com ou vous rejoignez Daniel Labillois, 364-3341, poste 8725. Restez avec nous pour l'entrevue réalisée au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Nous allons parler du prix Hommage Bénévolat Québec et d'une levée de fonds en cours pour Centraide. Vous verrez aussi 2 chroniques, l'abécédaire avec une auteure de romans de fiction à tendance historique et une autre tendance où nous allons parler mode, agencement, couleurs et courbes avec une spécialiste de chez Fred Design. Il ne peut pas arrêter l'érosion des berges du Saint-Laurent. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Bonjour Jacques Langelier. Bonjour Cathy. On est reparti pour une 2e entrevue depuis le début de la saison. Parce que la première fois que j'ai eu une entrevue, c'est avec toi. Je tiens à le souligner. Alors, c'était fantastique. Tu as toujours des bonnes choses à dire, mais je me pose une question. C'est la 2e fois que je te vois en 2 mois. Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'on se renouvelle ou c'est parce qu'il se passe vraiment des choses ici et ça n'arrête pas de bouger au centre Je dis les 2 choses. De toute façon, nous autres, on revient toujours sur des activités qui ont lieu de façon à encore mieux informer la population. Mais on revient, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des choses nouvelles, des points d'information à donner qui sont intéressants pour l'ensemble de la population. Ça fait qu'on se renouvelle, oui, mais on demeure toujours sur le terrain pour rappeler ce qu'on fait.
Puis ça ratisse quand même assez large. On va regarder plusieurs choses. La première, c'est pour remercier ceux qui travaillent avec vous. C'est la base de votre organisme, les bénévoles. Il y a un prix hommage qui se dessine. Oui. Et en quoi est-ce que ça intéresse notre population? Bien, ça intéresse très certainement la population. D'abord, ça s'appelle Prix Hommage Bénévolat Québec. Puis la nouveauté cette année, c'est sûr que là, je vais donner de l'information générale aux gens. Si jamais ils ont besoin d'informations, à ce moment-là, ils peuvent m'appeler. Je suis, on va dire, le porte-parole pour la MRC Rocher-Percé. Okay. Donc, je vais expliquer en quoi ça consiste. Puis cette année, on va parler de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. C'est tous les centres d'action bénévoles qui sont les porte-paroles du Prix Hommage Bénévolat Québec. Puis ça, c'est comme un velours pour nous autres, parce qu'on a toujours dit qu'un centre d'action bénévole, c'est la porte d'entrée, c'est le carrefour de l'action bénévole. Donc, je pense qu'on est très bien habilité à donner l'information. Alors, si tu permets, je vais donner l'information qui va répondre à plusieurs questions, mais c'est nouveau pour nous autres. Donc, l'information, on la reçoit comme on peut. Si on accroche avec quelque chose, si on veut d'autres informations, on rappelle au centre, on va être là pour l'expliquer. D'abord, le Prix Hommage Bénévolat Québec, en 2016, ce sera la 19e édition. Remis par le gouvernement du Québec, il vise à souligner l'engagement exceptionnel de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec en vue de promouvoir et de favoriser l'engagement bénévole. Il est l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole et chaque année, un maximum de 40 personnes et organismes sont reconnus afin de souligner leur implication sociale dans leur communauté. Ça fait que c'est pas rien quand même. Il y a 3 catégories. Alors, ceux qui m'écoutent peuvent faire partie d'une de ces catégories-là. Et dépendant de la catégorie, si on démontre un intérêt pour ça, à ce moment-là, on nous appelle. On va travailler avec ces gens-là. Il y a la catégorie jeunes bénévoles qui est de 14 à 35 ans, qui rend hommage à ces personnes-là avec un prix distinctif dans le domaine des communications pour souligner l'engagement d'un ou d'une jeune bénévole. Il y a le bénévole comme tel, évidemment 36 ans et plus, qui ont particulièrement contribué à l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens. Il y a aussi des organismes qui peuvent se prévaloir de ce prix-là. Souligne des organismes à but non lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques pour favoriser l'engagement et la motivation de leurs bénévoles et qui sont reconnus pour l'action de leurs bénévoles dans la communauté. En 2015, il y a eu un prix Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine, Hommage Bénévolat Québec, qui a été décerné à Mme Cécile Loisel de Passepébiac. Ça veut dire que Mme Cécile Loisel s'est démarquée du lot de l'ensemble des bénévoles, peut-être qui ont appliqué là-dessus, par l'ensemble de ce qu'elle a fait comme bénévolat. Donc, ça veut dire que, théoriquement, elle a touché à plusieurs formes de bénévolat. Elle a sans doute mis sur pied différentes fondations, différents organismes. Elle a participé à beaucoup de choses depuis de nombreuses années. Il y a des critères dans lesquels on ne rentrera pas ce matin, mais si les personnes sont intéressées ou comme organisme, à ce moment-là, ils nous appellent. La période d'inscription va on est en période d'inscription et ça va jusqu'au 5 décembre. Passé le 5 décembre, on oublie ça. Ça peut aller, moi, je connais quelqu'un, je peux soumettre quelqu'un, ou je fais partie d'un organisme, mon organisme peut soumettre quelqu'un. Oui. OK. Oui. L'organisme peut s'inscrire et l'organisme peut dire, moi, je connais quelqu'un dans mon organisation, regarde, il est là depuis, je ne sais pas, 15-20 ans, il a fait ci, il a fait ça, je ne peux plus finir d'énumérer. Je peux présenter une personne au nom d'une organisation. À ce moment-là, ça veut dire un bénévole et non pas une organisation. C'est l'organisation qui va le chapeauter. Mais ça va devenir un bénévole inscrit au Prix Hommage Bénévolat Québec. Et si vous êtes porte-parole, les CAB deviennent des porte-parole de ceux qui vont être représentés, finalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis en train d'oublier, méchante Cathy. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, ça. Oui. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Absolument. C'est triste, par exemple. Ben c'est pas grave. Ce que je peux te dire pour t'aider là-dessus, c'est que la remise des prix se tiendra le 12 avril 2016 à l'Assemblée nationale. Chaque lauréate et lauréat peut, s'il le désire, être accompagné d'une personne de son choix. Puis ceux qui ont moins de 18 ans, bien, c'est sûr que, regarde, on y va qu'une personne qui est responsable de lui. C'est pas grave, ça, Cathy. Moi, ça m'arrive régulièrement. Bien, moi, je suis confuse parce pas que... du tout. Parce que c'est un peu triste, mais j'avais vraiment une question à te poser. Peut-être qu'elle reviendra plus tard. Je peux te rappeler, par exemple, parce que dès qu'on a des questions là-dessus, on rappelle... Si elle te revient d'ici à la fin de l'entrevue, je ne vois pas. Je l'ai retrouvée. Bon, alors, si ce sont les CAB qui sont les porte-parole dans chaque région
dans chaque municipalité des bénévoles présentés. Est-ce que vous faites partie du jury aussi? Non. OK. Non. Alors, qui décide à ce quel est le moment-là, c'est bénévole un comité. émérite? Là, je n'ai pas rentré dans les détails parce qu'il y a beaucoup de membres de la Fédération des centres d'action bénévole. Donc, ils vont aller chercher probablement des gens des centres d'action bénévole pour faire un petit peu le porte-parole, si tu veux. Moi, je ne peux pas être choisi, mais ils peuvent choisir une direction, par exemple, qui est plus à l'affût de mandater, par exemple, un autre organisme ou un autre bénévole. Mais effectivement, le comité comme tel, je ne peux pas te répondre, mais c'est sûr que la Fédération des centres d'action bénévole est là. Il y a le SACA, Action communautaire autonome, service, quelque chose de même. Il y a le gouvernement qui délègue des personnes aussi. C'est un comité qui est large, mais je ne peux pas te dire exactement la composition. OK. Et c'est une bonne question. Oui, puis je n'irai pas te demander non plus qu'est-ce que ça donne le fait d'être nominé, le fait de gagner le prix. Bien sûr, on entend parler de soi, c'est une espèce de reconnaissance, c'est un prix reconnaissance. Exactement. Puis ça fait, je pense, ça fait miroiter aussi tout ce que le bénévolat peut faire de différent dans la qualité d'une communauté. Ça peut dire aux gens, « Hey, cette personne-là a travaillé pendant 20-25 ans comme bénévole, à faire ci, à faire ça, et dans ma région, voici ce que ça a donné. » Ouais. Ça peut faire en sorte que des gens sautent un petit peu en disant « Oui, dans ma MRC, ça s'est passé, bien j'en reviens pas. » Alors, c'est tout un honneur pour une MRC, c'est tout un honneur pour une organisation, un bénévole, pour la communauté en général. C'est pour ça que le prix Hommage Bénévolat Québec, c'est pas rien, parce qu'après ça, c'est publicisé, puis on sait plus, là. Puis ça fait aussi, ce qu'on s'est rendu compte de par les réunions qu'on a eues, c'est que ça suscite un intérêt à devenir bénévole pour des personnes. Si moi, je te soumets quelqu'un, est-ce que c'est toi qui remplis toute la paperasse ou je dois remplir? C'est toi qui vas remplir ta Moi, je te fournis la documentation, je te fournis les personnes à qui appeler pour mieux documenter ton inscription. Okay. À ce moment-là, moi, je suis comme une aide là-dedans. Je vais te référer aux personnes qui vont t'aider pour s'assurer que c'est très, très bien fait et très complet. Et c'est quoi qu'ils demandent comme renseignement? Fait que dans le fond, j'ai le porte-parole pour te déléguer à une personne qui, elle, va dire, voici, moi, c'est mon domaine. L'inscription, voici ce que ça comprend. On a besoin d'eux, on a besoin d'eux, on a besoin d'eux. C'est important, même si les organismes courent toujours après leur financement, courent après tout, de prendre le temps et de penser à soumettre quelqu'un parce que, justement, les bénévoles, c'est beaucoup d'implications, c'est pas de salaire. On encourage beaucoup parce que souvent, des bénévoles, là, c'est tellement des gens qui ont un grand cœur puis qui font ça comme si c'était tout à fait naturel. C'est correct que j'aide les autres, puis garde, je peux faire ma part. Mais à ce moment-là, quand on va les voir, puis on dit, garde, tu serais peut-être une personne intéressante à présenter au prix Hommage Bénévolat Québec, de par tout ce que tu as fait. Souvent, on est obligé de convaincre un petit peu, parce que la personne lui dit, regarde, je fais ça parce que je n'ai pas d'effort là-dedans, je fais ça parce que j'aime ça, je reçois tellement en retour. Oui, mais quand même. Recevoir un hommage, c'est toujours flatteur. C'est comme une petite tape, là. Bravo ce que tu as fait. Bien, on a hâte de voir, parce qu'on va savoir quand. Bien là, d'ici au 5 décembre, moi, en tout cas, ce que je dis à la population, c'est qu'on est là. Est-ce qu'on sait seulement en 2016 qui va être élu? Oui. Okay. C'est seulement en 2016, là, au mois d'avril. Bien, je pense que ça se fait durant la semaine de l'Action bénévole. Oui, sûrement. Bon, en tout cas, ils vont sûrement s'adapter à ça, là, dépendant de la date des centres d'action bénévole. Ben non, par contre, ils disent que la remise des prix se tiendra le 12 avril. Donc, on ne déroge pas du 12 avril. OK. Même si la semaine de l'action bénévole est avant cette année, je pense. Puis un autre événement qui va aussi entraîner beaucoup de bénévolat, sûrement, ton financement Centraide qui s'en vient. Qu'est-ce que ça implique au juste? Bon, ça implique beaucoup de bénévoles. Ça implique aussi qu'il y a des objectifs de visée là-dedans. Ça fait des années, qu'on travaille avec Centraide pour faire notre part comme organisme aussi. Puis encore là, la générosité de la population, regarde, est super. Puis un petit peu le but de l'activité, l'objectif. Là, à un moment donné, on disait, c'est quoi ton objectif? Si tu, je ne sais pas, tant d'argent. Aujourd'hui, on a changé ça. De l'argent, bien oui, tout le monde court après de l'argent. Mais l'objectif le plus noble qu'on peut viser, c'est de faire en sorte qu'on puisse aider le maximum de personnes dans un maximum de qualité de vie. C'est ça l'objectif qu'on vise. C'est sûr que plus j'ai d'argent, plus je peux répondre à cet objectif-là. Mais moi, ce que je dis dans ma MRC, puis on a le même langage un peu partout, c'est oui, l'argent, c'est comme ça qu'on va le faire, mais visons le but qu'il y a des gens qui en arrachent, puis
qu'on va pouvoir les aider le plus possible. Puis chacun y va, dans les organismes participants, bien, chacun y va dans sa mission. Je ne peux pas parler de mission des autres organismes, mais nous autres, par exemple, on a une des missions primaires, c'est la faim. C'est de faire en sorte que les personnes qui ont moins de revenus puissent manger adéquatement, au moins vers les fins de mois, là où c'est le plus difficile. C'est sûr que ça va être notre mission. Alors, l'argent qu'on va recevoir de Centraide va être mis exclusivement là-dedans, dépendant des missions de chaque organisme. Mais je te dirais que si ce n'était pas de Centraide, le dépannage alimentaire au Centre d'action bénévole, oublie ça. Est-ce qu'on peut savoir c'est combien qui vous ont fourni l'année passée? Je ne peux pas te dire les chiffres parce que je ne suis pas le ministre des Finances là-dedans. Je sais que ça diminue un petit peu parce que tout le monde en arrache à quelque part. Oui. Si, par exemple, moi, d'un milieu de travail, je disais à Centraide, viens chercher 10 piastres par mois, bien si, je ne sais pas, moi, mon salaire a plafonné ou j'ai été obligé de travailler 4 jours semaine, en tout cas, toutes sortes de raisons qui font, bien là, le 10, je ne peux plus le donner, je vais te donner 5. Alors, c'est un peu partout de cette façon-là. Ça fait comme le budget total a diminué, bien, nous autres, on reçoit un petit peu moins aussi. Mais là où on va combler, là où on est chanceux, nous autres, c'est la population qui fait la différence. Alors, disons que Centraide, je ne sais pas, moi, me donne cette année 13 000 $. C'est de l'argent, 13 000 $. Tu sais, on en regarde Gaspésie, de la Madeleine, puis ça travaille fort, puis ça travaille fort. Bien, à ce moment-là, avec ce budget-là, on va compléter, on va voir la population, puis la population va nous accoter de façon à ce qu'on puisse offrir le service de dépannage toute l'année. Puis Centraide va te donner une enveloppe, peu importe combien tu vas avoir ramassé avec ta levée de fonds qui s'en vient. Levée de fonds, pour toi, c'est de la vente de confiture? Oui, c'est 720 pots de confiture. Ça veut dire qu'il y a 6 organismes, on a 120 chaque. 5 200 $, moins peut-être un montant d'argent qu'on paye au traiteur quand même. Oui, le coût de production. La confiserie de l'abeille, oui. Coût de production. Oui. Puis je te dirais que cette année, la population d'abord est très fidèle à l'achat. Et cette année, la Banque Royale, RBC de Chandler, fait une activité particulière. D'abord, au niveau régional, ils font un beau don chaque année. Donc, ils nous appuient Centraide. Puis en plus, les employés de la banque se sont tous mobilisés pour faire une activité spéciale qui va rapporter des sous aussi. Alors, c'est quand même le 5 200, on va dire que c'est ça, moins le coût de production, plus tout l'autour, tous les employés de la Banque Royale qui font ça. Fait que ça fait un beau montant d'argent. On peut être assez fiers du travail d'équipe qu'on fait. Fait qu'à partir de la mi-novembre, vous lancez votre campagne Centraide. Oui. Vous travaillez avec quel autre organisme pour vendre ces confitures-là? On travaille, c'est des bénévoles du Centre d'action bénévole. Mais il y a d'autres organismes pour... Mais les autres organismes, c'est toujours les mêmes. Le Centre Émilie-Gamelin, la Maison de la famille contre vents et marées, le collectif SOS J'ai faim, Répi Paboc, puis le Centre La Joie de Vivre. Tous ces organismes-là sont déjà très connus. Et on a chacun notre clientèle aussi. Ouais. Les gens disent, je viens au centre. Et vous avez chacun un ratio de confiture? Oui. On a 120 pots, Cathy, puis je te dirais que c'est un travail d'équipe. Alors, si moi, j'ai de la difficulté à vendre mes pots de confiture, je peux aller voir un autre organisme et dire, peux-tu me donner un petit coup de main? Parce que les autres ont plus de facilité. Si le temps ne nous pressait pas autant, je sortirais la baguette et on y goûterait à tes confitures. Okay. Mais bon. Peut-être une autre entrevue, on se fera une beurrée. Oui, rapidement, parce que le temps passe. Je voudrais juste que tu nous fasses un petit retour avec les jardins communautaires et on va te revoir dans une petite chronique pour tes paniers de Noël. OK, c'est bon. Bon. Au niveau du jardin communautaire, pour faire une histoire courte, on a travaillé avec l'organisme de Val d'Espoir qui s'appelle Produire la santé ensemble. Bon, ils sont venus nous voir, ils ont dit, d'abord, ce que ça vise, ça, c'est un but, c'est de viser l'autonomie alimentaire. Bon, ça commence par quelque chose d'autonomie alimentaire. Donc, ce qu'on a fait avec eux autres, on a dit, OK, on peut installer des jardins. D'ailleurs, il va y avoir des photos qui vont correspondre là, avec ça. Là. Puis vous avez fait ça où, ces jardins? On a fait ça en arrière du garage du Centre d'action bénévole. On avait 6 bacs et il y avait des bénévoles, du personnel du Centre d'action bénévole et des bénéficiaires de services qui ont bien voulu, pour une première année, tenter l'expérience. Quand tu me dis qu'il y avait 6 bacs, il n'y avait pas 6 parcelles. Il y avait 6 bacs plus les parcelles? 6 bacs, ça veut dire 6 jardins. OK, il y avait 6 jardins. Dans lesquels il y avait de tout, pommes de terre, carottes, radis, pois mange-tout. Et vous l'avez géré comment? Est-ce que c'est... On l'a géré avec un horaire où chacun avait à travailler la terre, chacun avait désherbé, arrosé. Alors, pendant toute la période, on a semé au mois de juin. Et l'équipe qui a bien voulu, c'était une vingtaine de personnes. Bien, à ce moment-là, ils s'occupaient du jardin, de façon qu'il soit propre, bien arrosé, désherbé. Ce qui fait que ça a donné une cueillette extraordinaire. Et ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on a créé des liens extraordinaires.
Et pour certaines personnes qui sont reparties chez elles, des bénéficiaires de services, avec beaucoup de légumes qui n'ont pas acheté. C'est des gens qui ont travaillé sur le jardin, qui sont repartis avec des légumes? Oui. Oui. Puis on a fait un beau dîner communautaire aussi en plus de ça. On s'est réunis ici, tout le monde. On a fait un beau dîner communautaire avec nos légumes. Est-ce que vous voulez recommencer l'expérience? Nous allons recommencer, ça c'est sûr et certain, puis on a des projets d'expansion. Ça veut dire, si on agrandit nos jardins, on va agrandir le nombre de personnes qui vont s'y rattacher. Parce que déjà, ces personnes-là disent, moi j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas juste on fait des jardins pour ça va chez nous, là. Ça crée des liens, un sentiment de fierté. Puis la personne qui est isolée souvent, on a eu des personnes là-dedans qui sortent pas beaucoup, bien, ils étaient rendus ici très souvent, tellement ils étaient fiers de Mais ça. on s'entend que pour la qualité, acheter dans un magasin à grande surface, quand ça a été transporté du Mexique, madame. Alors que ça pousse Oui, derrière madame. chez toi, là, la qualité est autre chose. Je te jure, le bouilli de légumes, il était spécial. Est-ce que vous avez veillé à être quand même écologique? Est-ce que vous avez mis des engrais? Est-ce que vous avez... Oui, je dirais écologique parce que produire la santé ensemble, il y a un monsieur là-dedans, il y a toute une équipe, là, mais tous les employés sont à l'affût de produits écologiques. Donc, la terre là, qui est venue nous porter, parce qu'ils sont venus nous porter cette terre-là, on a eu des budgets aussi pour acheter des pelles, puis des grattes, puis des ça. Mais Benoît Thirault, lui, il a une formation en agronomie. Alors, c'est pas n'importe quelle terre, c'est pas n'importe quoi qui va là-dedans. Quand il est à Val d'Espoir, lui, il fait tout ça, il compose tout ça, puis il arrive ici avec un produit de qualité. Ah ben c'est bien ça. Oui, il n'y a pas d'engrais. Est-ce que c'était votre première année? Oui. OK. Notre première année. On est allé chez Alimentaire, on est allé regarder ça aussi, puis on fait de la magie aussi avec une parcelle de terrain qui n'était pas très, très grand. Puis on travaillait avec plusieurs partenaires pour réussir à faire ça. C'est ça. Du coup, nous autres, ça a été une expérience extraordinaire. Je tenais à dire ça à la population, parce que souvent, la population, le centre d'action bénévole, bon, je sais qu'il y a du devenage, je sais qu'ils font des accompagnements médicaux, mais on fait pas mal plus que ça. Bien, ça, c'en est une preuve. OK. On va passer à travers cet hiver-là et nous reviendrons au printemps voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce jardin-là pour une deuxième Parce que là, saison. l'année passée, on ne savait pas trop, on s'est embarqué, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont être fidèles à cette pratique de venir voir? Parce qu'on avait un horaire. Tel jour, c'est telle personne. Tel jour, telle personne qui fait l'arrosage des herbages. Est-ce que tu avais des critères à savoir qui pouvait participer ou tu as eu Non, assez de monde puis tu avais pour pas la besoin de première faire année, on est allé beaucoup vers des bénéficiaires de centre, en leur expliquant exactement quoi consistait le projet. Puis, on est allé aussi vers les personnes qui voulaient à l'interne, au niveau du personnel. Moi, j'ai travaillé là-dedans aussi, j'ai capoté, j'ai assez aimé ça, puis c'est incroyable. Puis, il y a aussi des bénévoles. On a impliqué quelques membres du conseil d'administration pour que ça devienne un travail d'équipe. Puis pas juste le personnel, tout le monde. Puis la plus belle réussite, les plus beaux gros légumes que vous avez sortis? Ah, je te dirais que tout était beau, mais les céleris, c'était... Moi, je ne pensais jamais qu'on aurait eu des beaux céleris. C'est impressionnant, hein, quand c'est ça impressionnant. fonctionne. Ouais. Mais tout était beau. Regarde les tomates, on n'a plus fini d'en ramasser. C'était vraiment bien dans tout. Là. Il y avait de tout. Bien, c'est une belle initiative, c'est écologique, on est très fiers. Au niveau de la communauté, là, effectivement, au niveau des liens, puis au niveau de ce que ça donne dans la bouche. Je vous souhaite de poursuivre dans cette voie-là. Ça peut faire des petits dans le sens, mon Dieu, j'en ferai un chez nous. Oui. Moi, j'ai ce goût-là, je ne sais pas si je vais le faire. On va chercher l'expérience en collectif, puis après ça, on est capable de ramener ça chez soi. Exact. Au plaisir. Au plaisir de se revoir. Oui. Merci, Cathy. Bonne saison.
suis avec Sonia Alain, nouvelle auteure quand même assez prolifique, 6 livres en 6 ans. Tu dois avoir une méthode active d'écriture. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton processus de création? Premièrement, il faut que ce soit un sujet qui me passionne pour avoir vraiment le goût de faire les recherches. Et c'est que je fais beaucoup de recherches. À la base, c'est souvent ce qui me nourrit par la suite pour faire mon écriture. Je me fais des systèmes de cartes que j'écris s'il y a des monuments, s'il y a des guerres, s'il y a tel personnage a existé à ces époques-là. Je m'écris toute l'information pour que ça soit facile après ça à retrouver lorsque je commence mon écriture. Donc, c'est vraiment, je me trouve des images aussi, des lieux, si je peux trouver des vidéos qui sont filmées sur les lieux aussi. Donc, ce sont tous des supports visuels qui m'aident beaucoup par la suite lorsque je commence le processus d'écriture. Mais ton écriture, c'est de la fiction dans des contextes historiques. Alors, tu dois quand même t'arrimer à des choses qui sont vraiment vraisemblables là, pour que ça passe. Oui, bien, celui, je vous dirais, qui a été un petit peu plus difficile à ce niveau-là, c'est ma première série qui est vraiment une romance historique à l'époque du Moyen Âge. Là, j'avais pas le choix vraiment, lorsque j'écrivais mon écriture, d'arriver aux bonnes dates, au bon moment, aux bons endroits. Il fallait que ce soit crédible si les personnages se retrouvaient dans ces situations-là. Donc, celui-là était un petit peu plus complexe à ce niveau-là parce que je devais vraiment suivre une ligne de temps vraiment précise, alors que l'autre romance, qui est du fantastique, à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de liberté. Cette série-là, ce que les Européennes me disent beaucoup, c'est on apprend beaucoup à découvrir avec le premier tome de la Gaspésie, que j'ai envie de visiter aussi en même temps. Quand tu étais prise, tes personnages étaient vraiment dans un contexte historique assez serré. Est-ce qu'ils rencontraient des personnages qui ont déjà existé? Est-ce qu'ils étaient obligés de nommer des noms? Est-ce qu'on allait jusque-là? Oui, j'ai beaucoup de personnages secondaires, tertiaires qui sont réels, qui ont vraiment existé. Et d'ailleurs, il y avait un personnage que je voulais qu'il devienne vraiment ami plus proche de mon couple que j'avais inventé de toutes pièces, mais ce personnage-là existait et j'avais contacté les descendants. J'avais réussi à retrouver les descendants de ce personnage-là en France et je leur ai demandé l'accord à ce moment-là pour s'ils me permettaient de faire des choses à leur ancêtre et ce qui m'avait permis, en autant que je ne lui faisais pas faire des choses inadéquates, en me disant que c'était fort possible qu'il ait pu assister à tel affrontement ou qu'il ait pu se retrouver à tel endroit et j'avais eu leur aval à ce moment-là pour le faire, utiliser leur ancêtre. Et tu dois faire quand même des bonnes recherches et tu dois être assez passionné parce qu'on t'invite ici, oui, pour découvrir tes romans, mais tu donnes en plus des conférences sur les contextes de tes écrits. Est-ce que tu exploites l'esprit, comment on dit ça, chevaleresque, chevalier? On est dans ces époques-là, puis je sais qu'il y a des couples, il y a de l'amour, il y a un peu d'érotisme. Est-ce que jusqu'à quel point tu y plonges? Bien, c'est ça, c'est que oui, on a à ces époques-là, celle au niveau du Moyen Âge, on était encore au code chevaleresque, mais mon personnage, j'aime beaucoup faire des personnages masculins plus sombres. Donc, au début, ce que les dames me disent toujours, c'est « Ah, Geoffrey, on voudrait pas l'aimer, mais on n'est pas capable de s'en empêcher. » Mais c'est comme « Oh non! » Donc, je fais toujours des personnages un peu plus sur la limite. Je me suis souvent fait dire, si tu écrivais du contemporain, pas sûr que ça passerait, ce genre de comportement-là, mais c'était comme ça que ça se déroulait à ces époques-là. Dans ces univers complexes-là, qu'on parle de contexte historique, de contexte quand même assez guerrier aussi, il y a des histoires d'amour, mais c'est pas juste des femmes qui te lisent. Surprenamment, oui, j'ai de plus en plus de lecteurs masculins, même des messieurs aussi. Quand les salons du livre, lorsque j'ai des messieurs qui m'arrivent, je fais comme toujours. À la base, c'est sûr, c'est plus... Moi, je l'écrivais vraiment plus pour un public féminin, justement à cause de la romance qu'on retrouve. Mais j'ai de plus en plus autant d'adolescents, parce que c'est 16 ans et plus, donc autant d'adolescents de 16, 17, 18 ans que d'hommes de 50, 60 ans qui me lisent. Et je suis toujours surprise lorsqu'ils reviennent pour chercher la suite dans les salons. Et ce qu'ils me disent, c'est que quand même reste que tout le contexte, comme celle historique, tout le contexte est très enrichissant à découvrir. Puis ils me disent, bien, de la romance, de toute façon, ça en prend de l'amour. Et de toute façon, il y en avait aussi de l'amour à cette époque-là. Donc, c'est pas quelque chose qui les achale. Puis le côté érotique, bien, ils disent, ben, écoute, c'est intéressant, tu sais. Donc, finalement, tout le monde y trouve son compte. Et justement, c'est ça, j'ai de plus en plus de gens masculins qui les lisent. Qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du mystère, de l'historique, du fantastique. Il faut aussi que les émotions soient très intenses. Je ne fais pas en superficie.
Donc, ça, c'est très important pour moi, puis c'est ce que les lecteurs aiment beaucoup aussi. Merci beaucoup. Ben de rien, ça fait plaisir. Merci à vous. Le monde de la guenille, comme on l'appelle en boutique, peut être lourd à porter. Chaque femme cherche et rêverait d'avoir une habilleuse pour elle. Tiens. Je suis avec Adeline Paredes. Elle travaille pour Fret. Elle est conseillère en images. Alors moi, mon travail consiste en fait à conseiller mes clientes en stylisme personnalisé. Donc l'idée, c'est ça. C'est que c'est comme des rendez-vous personnalisés où avec mes clientes, j'étudie la morphologie, j'étudie leur colorimétrie. Puis aussi, on regarde avec elles différentes allures vers lesquelles elles aimeraient aller, sortir des zones de confort en fait. Parce que c'est ça, on a toutes des habitudes. Quand on rentre dans un magasin, on se dirige généralement vers des choses qu'on connaît déjà. Donc on regarde ça ensemble pour essayer de casser un petit peu ces habitudes-là et aller vers des choses qu'on ne ferait pas. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est la colorimétrie. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, toutes les couleurs qui existent peuvent avoir des tons chauds et des tons froids. Donc les couleurs chaudes, c'est par exemple celle-ci. Ça va être les bleus dans lesquels on a mis beaucoup de jaune. Et puis pareil, les verts aussi où on a mis beaucoup de jaune. C'est chaud, c'est le soleil. Ça, c'est deux couleurs froides. On voit vraiment les bleus. Là, c'est un violet où on a vraiment mis du bleu. Puis là, pareil, c'est un vert où on a mis du bleu. Toutes les couleurs vont avoir soit des tons chauds, soit des tons froids. Puis, nous toutes et nous tous, on a soit des tons chauds, soit des tons froids, en fait, qui nous accompagnent mieux. Ça va vraiment réveiller notre teint, ça va faire en sorte qu'on a meilleure mine. Puis alors ça fonctionne pour tout ce qui est autour du visage. Les cheveux, les maquillages, puis le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, tous les bijoux. Ça, c'est les tons froids, ça, c'est les tons chauds. En le plaçant comme ça devant son visage, il y en a un des deux qui va comme tout de suite là illuminer, qui va être comme plus neutre. Puis il y a le deuxième qui va, on va dire, faire ressortir toutes nos petites imperfections. Il y a des fois, c'est très subtil, puis il y a des fois, c'est très flagrant. Ce qui fonctionne bien, c'est comme regarder le blanc des yeux, puis aussi le contour du visage. Souvent, ça durcit les traits ou au contraire, ça va plus adoucir. Fait que maintenant, on va étudier la morphologie. On a toutes des morphologies différentes. Par rapport à chacune, à notre morphologie, on va pouvoir rééquilibrer la silhouette. Donc, comment on fait? Par exemple, c'est vraiment tout simple. Si on a des hanches plus larges que nos épaules, ça fait qu'en fait, on va mettre l'accent sur le haut du corps. Comme il est plus étroit, on va essayer de faire en sorte qu'il s'élargisse pour qu'il redevienne équilibré avec les hanches. Donc pour ça, on va mettre des vestes avec des épaulettes. On va mettre des foulards, on va mettre des motifs, on va mettre des tissus assez épais, des collés, des choses vraiment... c'est ça, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent en fait sur la partie du corps qu'on veut mettre en valeur. Puis la partie du corps qu'on veut peut-être un peu moins mettre en valeur, un peu plus camoufler, on part sur des tissus fluides, des couleurs plus sombres, des coupes vraiment plus droites. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi aujourd'hui quand une cliente est passée où tu parlais de l'endroit où on doit déposer le vêtement. Si on a un vêtement qui s'étire ou qui peut se porter plus haut, là, oui. C'était intéressant de savoir où est-ce qu'on l'arrête. C'est ça, par rapport aux morphologies, puis à justement cette allure qu'on a envie de donner. En fait, sur la partie la plus forte du corps, c'est à ce niveau-là que les chandails, puis que nos tuniques devraient s'arrêter pour ne pas casser la silhouette. Si on veut vraiment comme allonger la silhouette, on va aller vers une longueur qui s'arrête au plus fort des hanches en fait. Fait que ça, c'est une morphologie en X en fait. Les épaules et le bassin sont vraiment alignés. J'ai comme pas de différence. Et puis, il y a une taille marquée. Fait que ça fait comme un X, tout est bien. Tu peux tout porter, aussi bien des robes avec des godets en bas, c'est-à-dire beaucoup de volume, ou sinon tu mets des vestes avec beaucoup de volume en haut.
Puis tu cintres la taille. C'est très joli. De toute façon, c'est... À part quand on a une taille qui n'est pas du tout marquée, on va venir flouter justement pour éviter qu'on voit justement qu'il y a moins de taille. Mais quand on a une taille très marquée, c'est toujours joli de venir la souligner. Ça peut être par une petite ceinture ou on peut jouer avec un vêtement qui a une découpe ou justement on rentre un t-shirt dans une jupe. Ça va venir faire la différence. En fait, on va avoir comme une différence soit de couleur, soit de matière. C'est vraiment comme toujours un basique aussi de venir souligner la taille en fait dans les morphologies. Par exemple, le bleu c'est la communication. Le bleu, ça nous rend accessible. Alors que si on porte des oranges et des rouges, tout de suite, en fait, on va paraître comme quelqu'un d'un peu plus énervé. En fait, il y a vraiment un langage qui est un langage visuel lié aux vêtements et aux couleurs. Les bruns, c'est la terre. Les bruns, c'est la force, en fait. Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est comme la vie, en fait. C'est... Le vert, le kaki, c'est beaucoup aussi... L'armée est en kaki. C'est comme on est assis avec le vert. Le vert, c'est comme une supériorité presque. Mesdames, gardons espoir. La mode est un jeu qui se modèle pour chaque participante. Il y aura après-midi d'amateurs le dimanche 22 novembre au Centre communautaire de Saint-Pédis avec la musique du groupe Les Copains. Le Club de l'Âge d'Or de Newport organise une soirée dansante samedi 21 novembre à compter de 21h avec la musique de Gérard et Rose. Le Club de l'Âge d'Or Les Joyeux Copains de Grande-Rivière organise le dimanche 22 novembre à 13h30 un après-midi amateur. La commission scolaire René Lévesque désire informer les personnes intéressées que le mardi 17 novembre, une séance ordinaire du comité exécutif et conseil des commissaires se tiendra à la salle de conférence de l'école aux 4 vents à Bonaventure. Sur les airs d'opéra les plus connus tels Carmen, Don Giovanni, Le Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, La Traviata, 3 personnages évoluent dans une aventure rocambolesque. C'est ce que vous trouverez avec le spectacle Concert comique, un spectacle en musique, humour et théâtre présenté au Centre culturel de Passepébiac. Dimanche le 22 novembre à 20h, la pièce qui a lancé la carrière de Robert Lepage sera reprise pour la première fois 30 ans après sa création. On parle de Vinci, c'est du théâtre, toujours à Passepébiac. Le mercredi 18 novembre à 20h, à la salle de spectacle de New Richmond, le passage du Nord-Ouest sur le voilier Balthazar sera diffusé. Venez vivre une grande expédition sur le voilier Balthazar pour un périple de 10 000 km sur l'eau, au départ de Gaspé jusqu'à la mer de Bering, par le glacial océan Arctique et le mythique passage du Nord-Ouest. Alpha Rococo est de retour avec son nouvel album « Nos cœurs ensemble » qui révèle le duo sous une nouvelle identité sonore. Alpha Rococo sera à la salle de spectacle de New Richmond le vendredi 20 novembre à 20h. L'URLS est heureuse de convier la population gaspésienne et madelinienne à participer activement à la Journée du sport qui se tiendra partout au pays le samedi 21 novembre prochain. À cette occasion, des bains libres gratuits seront offerts dans des piscines des 4 coins de la Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Samedi le 21 novembre, la piscine Marilyn Pigeon de Bonaventure sera gratuite de 14h à 15h20 et le dimanche 22 novembre, la piscine de Chandler de 14h à 15h offrira le bain gratuitement. Sur ce, merci d'être là et au plaisir.